Et on va parler aujourd'hui d'Éric Zemmour dans notre grand angle. Le journaliste et polémiste a été 2 fois condamné pour provocation à la haine raciale. Il est extrêmement présent dans les médias. Son livre Destin français a été un succès en librairie. Comment expliquer une telle audience? Merci Gérard Noiriel d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS. Vous travaillez sur l'histoire de l'immigration ou du racisme notamment. Et vous publiez ce livre aux éditions La Découverte, Le venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République. D'abord, comment en êtes-vous venu à écrire ce livre sur Éric Zemmour? Eh bien, je dois dire que c'est une sorte d'indignation que j'ai ressentie à la lecture de son dernier livre, où il y a une charge, ça n'a pas été beaucoup souligné, mais une charge très violente à l'égard des historiens comme moi, de mon métier par le fait, puisqu'il nous présente comme une sorte de mafia qui contrôlerait le pouvoir, qui ne ferait pas de recherche scientifique, mais qui serait des nouveaux prêtres au service des migrants, du parti de l'étranger, etc. Je trouve ça non seulement insultant, insupportable. Moi, j'ai quand même payé le prix, je dirais, pour ce parcours qui amène à devenir chercheur. C'est une compétence particulière. Et je pense que c'est très dangereux aussi politiquement, parce qu'on oublie souvent que dans ce qu'on appelle le populisme, il y a un fort anti-intellectualisme. Et Zemmour, pour moi, caractérise cet anti-intellectualisme. Il est aujourd'hui présent à la convention de la droite lancée par Marion Maréchal, ancienne députée d'extrême droite. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va se lancer en politique? Il a d'ailleurs eu un discours anti-immigré très fort, je crois. Oui, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Là, je pense, si vous voulez, donc moi j'ai fait une comparaison aussi pour replacer l'histoire de ce type de discours dans la longue durée. Donc je pense que le fondateur de ce type de rhétorique de haine, que j'appelle les discours de haine, c'est Édouard Drumont. Journaliste polémiste, lui aussi, antisémite, et auteur d'un best-seller également. Voilà, c'est ça, c'est très La France juive. Très bien, tout à fait. C'est ça qui est intéressant aussi de voir comment ces gens-là peuvent fabriquer des best-sellers avec des ouvrages qui, quand on les analyse de près, sont un tissu d'ineptie, quoi. Alors tout le monde le reconnaît aujourd'hui à propos de Drumont, mais pour Zemmour, il y a des gens, comme vous l'avez dit, à cette convention de la droite et au-delà, qui lui font sa popularité. Alors l'entrée en politique, c'est franchir un cap quand même. Édouard Drumont l'a fait. Il a été Édouard Drumont l'a fait, lui, mais ça a été aussi à son détriment. Il a été élu député en 1898, mais il n'a pas été renouvelé. C'était le grand drame de sa vie, d'ailleurs. Le drame de sa vie, oui. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que les polémistes, ils sont toujours très forts pour conseiller ou pour cracher leur venin. C'est le titre de mon livre. Mais une fois qu'ils sont, je dirais, dans la pratique politique, là, leur crédit souvent s'effondre parce que quelles solutions ils peuvent apporter au malheur des gens, au problème des gens, ils n'en ont pas. En quoi Éric Zemmour et Édouard Drumont se ressemblent-ils? Alors justement, ce qui m'a frappé, moi j'avais beaucoup travaillé sur Drumont, parce que dans mes travaux sur l'histoire de l'antisémitisme et du racisme, j'avais repéré ce personnage très important qui est celui qui a lancé, je dirais, l'antisémitisme dans l'espace public en France. Et donc, j'avais remarqué que Drumont... Journaliste, pamphlétaire, polémiste, comme Éric Zemmour, je rappelle. Tout à fait, oui. Et antisémite, on l'a dit aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, Drumont, son livre « La France juive », qui fait 1200 pages, c'est un pamphlet absolument imbuvable. Au début, il est pris d'ailleurs par l'immense majorité des journalistes ou des analystes comme un truc de fou, quoi. Et il parvient à accéder à la notoriété par toute une série de stratégies qui passent par le fait de faire scandale. C'est cette notion-là. Polémiquer pour exister. Voilà, polémiquer pour exister. Et du coup, eh bien, il y a toute une mécanique qui se met en place qui est aussi économique. Il ne faut pas l'oublier. L'époque de Drumont, c'est une époque de transformation de l'espace journalistique avec la naissance des grands journaux, des grands quotidiens qui se font concurrence et ont besoin d'attirer une forte audience. Et faire polémique, c'est faire le spectacle. Et donc, Drumont... On achète des journaux et on gagne de l'argent aussi. Voilà. Donc, Drumont va provoquer... Alors, à l'époque, il y a des duels qui sont des duels sur le pré, enfin dans le bois de Vincennes, dans le bois de Boulogne, et ce sont ces duels qui vont faire la notoriété de Drumont. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir, je suis parti de là dans mon livre, qu'aujourd'hui, les duels, Zemmour, sa popularité la doit des duels, mais à la télévision. On est dans une société plus pacifique, donc c'est ces fameux duels avec ces petites phrases, etc. Et donc il y a le jeu avec la justice aussi.
Drummond avait été condamné aussi également. Zemmour joue avec ça. C'est-à-dire parce que la logique d'inversion des dominants et des dominés fait qu'ils doivent se présenter comme des victimes. Ils occupent une place de plus en plus grande dans les médias, mais ils se font passer pour des victimes. Et du coup, il y a ce nombre de gens qui les suivent sur cette base-là. Alors, les boucs émissaires, chez Édouard Drummond, on l'a dit, ce sont les Juifs. Chez Éric Zemmour, ce sont les musulmans. Pourquoi, pour vous, cet antisémitisme et cette islamophobie se ressemblent-elles ? Alors là, je dis bien que moi j'analyse l'antisémitisme à ses débuts. Hein. Je ne mets pas sur le même plan, enfin j'évite cette concurrence des victimes, etc. Mais en tout cas, j'ai analysé l'antisémitisme et l'islamophobie comme deux discours de haine. Et ils se ressemblent dans la rhétorique. Alors c'est important. Si vous prenez une rhétorique identitaire, voilà, c'est une histoire identitaire parce qu'ils se disent historiens tous les deux. Et ils fabriquent une histoire de France avec des personnages. Les Français n'existent pas, c'est la France éternelle. Donc c'est la même depuis les Gaulois, en gros. Il y a le nous et le eux aussi. Et le nous et eux. Donc c'est nous Français. Et donc ces polémistes parlent au nom de la France. Et la France est une victime. Victime de qui? De l'étranger. Et l'étranger, à l'époque de Drummond, il a la figure du juif. À l'époque de Zemmour, il y a la figure du musulman. Donc ça, c'est la matrice de base. Et toute leur histoire de France est construite à partir de là pour démontrer que finalement ceux qu'on plaignait, que les droits de l'homme ou les antiracistes plaignent et défendent, ce sont des assassins, ce sont des dominants. Et si on ne les élimine pas, c'est nous qui disparaîtrons. Ça, c'est la matrice. Et c'est donc la matrice de ce qu'on appelle le grand remplacement aujourd'hui, qu'on trouve déjà chez Drummond et qu'on retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce cette théorie, justement, complotiste, oui, d'une population européenne remplacée par une population notamment d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Voilà, c'est ça. Et donc, qui est démontée, hein, justement, et déconstruite par des démographes, par des scientifiques. C'est ce que je montre dans le livre. Dans le livre, je démonte tous les arguments. Zemmour reproche souvent aux universitaires de ne pas lire ses livres. Moi, je les ai lus de A à Z, hein, les 3 livres qui concernent l'histoire de France, et j'ai repris tous les arguments et j'ai montré qu'ils avaient tous été démontés par les chercheurs sérieux. Mais comment dirais-je, pour justifier ces théories, ils nous accusent d'être à la solde. C'est toujours pareil, c'est le complot, la théorie complotiste. On est à la solde de l'étranger. Et vous dites qu'il a toujours raison, qu'il finit toujours par avoir le dernier mot. Comment vous l'expliquez, ça? Oui, alors, c'est ça le paradoxe, c'est que quelqu'un qui défie les lois de la raison, on parle de valeurs républicaines, mais la République, elle a créé des postes d'enseignants-chercheurs comme le mien, pour justement, parce qu'on croit que la démocratie a besoin de connaissances, d'arguments, etc. Et là, il défie les lois de la raison, mais il a raison parce qu'en faisant le scoop, en faisant ce type d'intervention nuisible par rapport aux droits de l'homme, etc., eh bien, il arrive à se créer une audience. Et du coup, parce j'ai parlé tout à l'heure des mutations du monde des journalistes à l'époque de Drummond, mais on vit aussi dans une époque comparable avec les mutations extraordinaires du champ médiatique, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, etc., qui ont besoin sans arrêt de nourrir... De s'alimenter, de se nourrir justement d'événements. Et qui constatent qu'en faisant appel à des polémistes comme Zemmour, eh bien, leur audience va progresser. Est-ce que ce n'est pas un risque de réduction de la pensée, justement, et un risque pour les démocraties, tout simplement? Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'il faut, je ne sais pas si ça a été étudié de près, mais qu'il y a un lien entre la montée des populismes, si vous prenez Trump aux États-Unis, par exemple, ou même Johnson au Royaume-Uni, et la mutation de ces chaînes en continu, ou des réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a une articulation, qui ont besoin toujours de scandales, de faire le scoop, d'insultes, pour pouvoir maintenir leur audience. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de prise de conscience chez les journalistes, chez les patrons de presse aussi, sur cette envie de faire de l'audimat qui peut être nuisible justement au fonctionnement démocratique d'un pays? Voilà, moi c'est ce que je pense. Je pense que nos sociétés évoluent, que la technologie elle peut apporter le meilleur ou le pire, mais qu'il y a des enjeux aujourd'hui et que tous ceux... La déontologie du métier de journaliste, qui ressemble finalement au nôtre, c'est-à-dire les preuves, l'argumentation, etc., et aussi les responsables des chaînes qui jouent un jeu dangereux, à mon avis. Est-ce que nous voulons, nous, en France,
aboutir dans 2 ou 3 ans à avoir au pouvoir l'équivalent d'un Trump ou d'un Bolsonaro, etc. Eh bien, je pense que ça passe par une résistance à l'égard de ces pamphlétaires-là. Alors, ceux qui défendent la présence d'Éric Zemmour sur les plateaux disent qu'il est aussi représentatif d'un certain courant de pensée, justement en France. Est-ce que pour vous, il faut l'inviter malgré tout? Est-ce qu'il lui faut aussi cette présence médiatique? Alors là, il y a, je trouve, un faux débat auquel je refuse de participer. Est-ce que faut le laisser parler ou pas? Évidemment, dans une démocratie, chacun a droit à la parole. Le problème, c'est de savoir. Il y a des tas de gens, très bien, qui n'ont jamais accès à la parole. Vous comprenez? Donc là, le problème qui est posé, c'est qu'il soit partout, à la fois dans le champ politique, à la fois dans le champ médiatique, qu'il ait été condamné, encore par la Cour de cassation très récemment. Donc je veux dire, là, c'est aussi une incitation. Moi, j'ai analysé les réseaux sociaux de ceux qui soutiennent Zemmour. C'est quand même... c'est affligeant, même plus qu'affligeant, ça fait peur. Il y a des gens les gens qui le suivent le plus sont des gens qui appellent à la violence à l'égard aujourd'hui des musulmans, des étrangers, etc. Est-ce que c'est ça que nous voulons, là où nous voulons arriver en France? Est-ce que votre livre, c'est aussi une espèce de manuel contre la pensée zémourienne? Oui, contre son fonctionnement. J'aimerais bien que ça puisse servir aussi d'outil. Ce qu'on peut espérer de mieux, nous, quand on fait ce genre de travail, c'est que ça puisse servir à tous les gens raisonnables, je dirais, et qui veulent que notre société évolue dans le bon sens, pour pouvoir avoir des arguments permettant de contrer un petit peu tout ça. Et je dirais, y compris dans notre milieu, parce que j'esquisse quand même une petite autocritique par rapport au comportement habituel, ce qu'on appelle les intellectuels. Parce qu'on ne peut pas uniquement contrer des gens comme Zemmour uniquement par des raisonnements de type 2 plus 2 égale 4. Il faut aussi faire appel à l'émotion, il faut aussi savoir traduire pour toucher des publics que moi je plains, franchement. Quand je vois, il y a des gens qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, et qui vont adhérer à ces discours-là, qui ne voient pas que c'est contre leurs propres intérêts. Merci Gérard Noiriel d'avoir été avec nous. Le Velin dans la plume, votre dernier livre, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République, est publié aux éditions La Découverte. Merci d'avoir